Le débat politique du Grand Soir avec Daniel Simonet qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, candidate LFI à la mairie de Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il y a également Sylvain Maillard qui est député de La République En Marche, porte-parole du groupe, l'AREM à l'Assemblée. Porte-parole également de Benjamin Griveaux dans cette bataille pour la mairie de Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également impliqué, concerné par cette bataille de Paris, Yann Brossat, l'élu communiste en charge du logement. Bonsoir à vous et bienvenue. Et puis un voisin qui est venu en observateur de cette bataille de Paris, c'est le maire de Neuilly. Alors lui, sur sa mairie à lui, il y a un peu moins de suspense, hein, il faut dire les choses, mais il est quand même là, il observe ça avec attention, parce qu'évidemment ça vous concerne beaucoup, Jean-Christophe Fromentin, à la mairie de Paris. Absolument. En tant qu'élu de On Neuilly. regarde ça de pas très loin. Ah bah bien sûr, ça a des conséquences. Hein. Renaud Pilat Bonsoir. est aussi avec nous. Salut Renaud. Bonsoir Julien. Alors on va pas parler que de la bataille de Paris ce soir, même si je vous rappelle que tout à l'heure, nous vous donnons donc le résultat d'un sondage exclusif sur l'état de l'opinion pour chacun des candidats. Il y a des surprises, hein, vous le verrez, mais d'abord, un petit détour par New York, pardon. C'est là que se trouve Emmanuel Macron en ce moment. Alison Tassin est sur place. Bonsoir Alison. Dites-nous, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est redevenu à New York pour ce sommet consacré au climat, le champion du Make Planet Great Again ou pas? Il faut dire qu'ici, le cadre est idéal. Déjà, souvenez-vous, il y a 2 ans, Emmanuel Macron s'était servi de la tribune de l'Assemblée générale pour mettre en avant, insister sur cette question climatique. Et c'est vrai que c'est un cadre idéal parce qu'ici, vous pouvez vous afficher avec des États concernés par la montée des eaux, notamment par aussi des peuples autochtones. Mais c'est aussi bel et bien un tropisme français que de voir Emmanuel Macron en champion du climat. Parce que, petit bémol à apporter à tout cela, ce matin s'est tenu une réunion sur l'Amazonie, sur le sauvetage des forêts tropicales. Et par exemple, cette réunion, elle n'était pas retransmise en salle de presse ici à l'ONU. Alors il faut quand même porter au crédit d'Emmanuel Macron que c'est aussi tenu ce matin le 2e sommet pour le climat ici à l'ONU. C'est une initiative qui elle aussi avait été lancée par la France cette fois en 2017 après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. C'est donc une réunion qui se poursuit ici tous les ans et on a pu même voir une petite nouveauté puisque le président américain Donald Trump s'y est rendu. Il a assisté à 2 prises de parole, celle de l'Indien Modi et celle de l'Allemande Angela Merkel. Et donc Donald Trump avait ici sa présence alors que lors du sommet de Biarritz, le G7, il n'y était pas présent. Mais le président américain n'est tout de même pas resté pour écouter le président français s'exprimer à la tribune. Merci beaucoup Alison Tassin en direct de New York. C'est vrai, Donald Trump qui avait dit qu'il ne viendrait pas. Finalement, il est venu, mais il n'est pas resté très longtemps. Tout le monde essaie un peu de comprendre là-bas ce qu'il cherche exactement, mais on n'a pas vraiment la réponse. Emmanuel Macron, qui parle de climat depuis son départ, il en a parlé aussi dans l'avion, figurez-vous. Il a parlé notamment des manifestations de jeunesse qui défilent un petit peu partout pour le climat. Il dit les dénonciations, on est au courant, c'est bien, défiler tous les vendredis, c'est sympa, mais c'est pas vraiment le problème. Moi, je préférerais qu'on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses. Et puis, il ajoute qu'ils aillent manifester plutôt en Pologne, parce que la vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne. Alors, ça vous a pas beaucoup plu, Yann Brossat, vous avez fait un tweet pour dire le président du mépris est de retour avec ses petites phrases. C'est le cas ici. Vous mettez ça sur le même plan de traverser la rue, etc., etc. Un fil rouge dans ce quinquennat, mépris et arrogance. Voilà ce que vous avez tweeté tout à l'heure. En tout cas, oui, ce sont des propos qui sont assez méprisants vis-à-vis de ces milliers de jeunes qui défilent et qui témoignent d'une sensibilité sur cette question du climat. C'est quand même plutôt bienvenu qu'on ait toute une génération qui se mobilise sur ces enjeux-là, pas qu'en France d'ailleurs, mais partout à travers le monde. Et puis surtout, le président de la République, il devrait entendre ce que disent ces jeunes. Moi, j'étais aux manifestations parisiennes, tant que je pouvais, puisqu'après, il y a eu des gaz lacrymogènes. Mais enfin, en tout cas, j'ai entendu des slogans qui pointaient du doigt un certain nombre d'insuffisances dans la politique du gouvernement, un certain nombre de contradictions entre les belles paroles de Macron et puis la réalité de la politique qu'il mène. Donc, il faut qu'il écoute ce que disent les jeunes. C'est le retour des petites phrases, Sylvain Maillard, c'est de maladresse? Moi, je pense que c'est important, et d'ailleurs, il l'a dit, d'écouter les jeunes, la jeunesse qui se mobilise pour le climat. Je crois que c'est quelque chose de fort. En même temps, c'est bien de dénoncer, mais c'est aussi bien d'être dans l'action. Moi, je regrette que samedi dernier, nous étions beaucoup de Parisiens à nettoyer les rues de Paris, et le reste du temps, les écologistes étaient plutôt à manifester. Je pense qu'aussi, on peut manifester, mais il y a aussi le temps de l'action et concrètement faire du bien à son entourage et faire du bien à sa ville. Donc, moi, j'entends la protestation, je crois qu'elle est importante, qu'elle est nécessaire. Mais il faut aussi de l'action et de l'action de chacun d'entre nous. Et je crois que par cette phrase, il veut aussi rappeler le cap
le faire. Protestation, mais aussi action, et que chacun d'entre nous porte une partie de la responsabilité de ce qui se passe. Et un rôle à jouer. Daniel Simonet, vous l'avez compris, vous, cette phrase ou pas ? Oui, Macron est dans le mépris, il ne sait faire que ça. Et en même temps, ça se comprend parce qu'il sait très bien que toutes ces manifestations contestent sa politique. Parce que quand M. Macron va à New York prétendre sauver le climat, mais on sait bien que les accords sur le libre-échange du CETA vont aggraver la situation. Que M. Macron peut donner des leçons sur l'Amazonie, mais hélas, la France en Amazonie a une responsabilité terrible. Elle encourage les forages totalement anti-écologiques. Monsieur Macron, sur le glyphosate, on a vu à quel point il n'est absolument pas motivé par la question écologique. Il a bloqué les projets de mine. Sa politique est totalement anti-écologique. Il faudrait interdire le glyphosate, il faudrait arrêter les accords de libre-échange. Et vous parlez de la question des déchets. Sur le glyphosate. On est le plus progressif au monde. Quand vous écoutez les réseaux Zero Waste, qui travaillent vraiment sur la question des déchets, pour eux, ce qui est essentiel, c'est qu'enfin, on responsabilise les industriels, l'agro-business, pour arrêter les déchets à la source, arrêter le plastique à la source. Et donc, toute cette bataille-là nous montre bien que le problème pour sauver la planète, c'est qu'il faut changer de système. En ce moment, la logique intrinsèque même du système capitaliste est de pouvoir surexploiter les ressources naturelles au maximum, quitte à effondrer les conditions même de notre survie dans cet écosystème. Donc, il est toujours, en fait, M. Macron, avec finalement un fonctionnement vieux monde. Et il ne veut pas prendre la mesure de l'urgence écologique. Sur cette petite phrase sur la Alors Pologne, que le peuple est bien plus en avance que lui. Ça fait réagir l'ambassade de Pologne, justement, qui dit il est bien gentil, Emmanuel Macron, en gros, mais nous, on n'a pas de leçons à recevoir. La Pologne est l'un des rares pays de l'Union qui, avec un développement économique aussi dynamique, en moyenne 5%, a considérablement réduit ses émissions de CO2. Environ 30%, nous souhaitons à nos partenaires des résultats similaires. Jean-Christophe Fromentin, c'est vrai que, est-ce que c'est pas contre-productif de mettre la pression sur la Pologne comme ça ? Parce que, du coup, ils sont pas prêts de changer, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si on veut avancer tous ensemble, les Européens, dans tous ces enjeux, dans tous ces sujets, dans le sujet du climat, il ne faut pas cliver, même si on a envie, même si effectivement il y a un certain nombre de difficultés vis-à-vis de certains pays, mais l'Europe, elle s'est construite sur un consensus. Donc de toute façon, plus on va la cliver, plus on va prendre du retard dans notre capacité à avoir cet effet d'entraînement dont on a besoin. Et c'est quand même un peu le maillon faible. C'est-à-dire que les Américains, les Chinois également, nous renvoient l'absence d'unité européenne dès qu'on veut pousser un peu les feux sur l'Amazonie ou sur d'autres sujets. Donc là, il faut faire attention. On peut comprendre l'énervement du président de la République vis-à-vis de la Pologne, mais l'Europe, elle ne se construit que dans un esprit de consensus. Donc cliver l'Europe, c'est de toute façon se tirer une balle dans le pied, comme on dit vulgairement, quand on va approcher les Américains ou quand on veut donner des leçons au Brésil. C'est pas simplement d'ailleurs dans le sujet du climat. On a tendance souvent à nous reprocher de vouloir plaider des grandes causes à l'extérieur ou défendre des grands enjeux sans être capable de les résoudre dans notre pays ou en Europe. Donc attention à ce genre de phrase qui, à mon avis, est très tentante mais très contre-productive. Est-ce qu'elle peut rester, cette petite phrase, Renaud Pila, ou pas ? En fait, elle reste sur des cibles qui sont importantes pour une majorité et un président de la République. Je pense que Emmanuel Macron, qui a 40 ans, il sait très bien que les jeunes, malheureusement, il en reste, mais ne s'informent pas prioritairement à la télévision. Ils ne sont pas devant nous, mais ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont même plus sur Facebook. C'est beaucoup trop pour les vieux, Facebook. Ils sont sur d'autres réseaux sociaux que je ne citerai pas. Et ça, quand vous mettez une phrase comme ça, oui, ça va tourner en boucle sur les mobiles des jours et des jours et des jours. Il l'a dit lui-même la semaine dernière dans Time en disant « Je sais bien que c'est sorti du contexte, il faut que j'en tienne compte. » Oui, mais il ne faut pas... Déjà, il ne faut pas parler en avion. C'est ça. Ça a mal réussi à Jospin, vous vous souvenez, usé et fatigué pour Chirac, il ne faut pas parler en avion. Et effectivement, il parlait comme ça à la bonne franquette, si je puis dire. On ferait mieux d'aller nettoyer les plages. Bon, c'est pas du niveau d'un chef de l'État, c'est pas dramatique, mais bon, pendant 3-4 mois, il s'était attendu de petites phrases, là il y a une petite rechute. Mais j'imagine que cet après-midi, il a déjà voulu corriger ses propos. Juste un mot après, plus sérieusement, je pense que le problème, c'est que vous avez effectivement un système qui doit changer profondément. En même temps, on a essayé d'autres systèmes. Le communisme était extrêmement polluant, donc le communisme a raté. Parce qu'il était productiviste. Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas d'autre système que le système d'économie de marché. En tout cas, on n'a pas encore trouvé. En revanche, pour toute une partie de la jeunesse, effectivement, il n'y a pas encore des dirigeants qui ont trouvé la façon de
lier l'économie de marché et l'environnement. Il faut trouver ce nouveau système. Emmanuel Macron qui demande des actes, écoutez. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Vous entendez les critiques, Sylvain Maillard, évidemment, ce qu'on dit à Emmanuel Macron, c'est bah oui, mais des actes, il faut en faire plus, quoi. Vous n'en faites pas assez. Déjà, on fait beaucoup de choses, pour que ce soit clair. On fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Évidemment. Alors, on peut rentrer dans les différentes mesures. Par exemple, sur l'éolienne, sur l'énergie renouvelable, on fait plus de 6 milliards par an. Sur les changements de véhicules, plus d'un milliard. Pas des énergies carbonées. Nous, on dit une chose qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'une grande partie, d'ailleurs on l'a porté pendant l'élection européenne, une grande partie de notre avenir est au niveau de l'Europe. Quand on dit il nous faut une banque du climat, investir 1000 milliards pour un changement complètement de système. Moi, j'entends ce que dit Renaud Pilar. Il faut qu'on invente une croissance verte. Moi, je suis pour la croissance, je ne suis pas pour la décroissance. La République En Marche, elle porte la croissance, une croissance verte, une croissance vertueuse. C'est une des grandes oppositions qu'on a d'ailleurs avec au moins, ça fait un débat la clair. France Insoumise Je ou pense les que c'est communistes. important de décroître un certain nombre d'activités. C'est une vraie différence bien sûr, politique. pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut et cette croissance verte, il faut la construire, mais construire les outils qui vont avec. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens au niveau européen. Une banque du climat. On a trouvé l'argent pour sauver les banques il y a quelques années. On l'a trouvé. Et d'ailleurs, si le climat était une banque, il aurait été sauvé. Et que nous portons avec Renew au niveau européen cette banque du climat pour investir massivement. Le problème quand on fait la leçon, et en l'occurrence le président de la République fait quand même la leçon à intervalles assez réguliers, c'est qu'on s'expose à un effet boomerang. Je vais vous prendre un exemple très concret. Le CETA. Vous avez voté, je crois, le CETA à l'Assemblée nationale, comme Benjamin Griveaux d'ailleurs. Comment est-ce que vous pouvez justifier qu'on fasse traverser des océans à de la viande et que dans le même temps, on explique qu'on défend l'environnement? Quelle est la logique qui conduit d'un côté à multiplier ces traités de libre-échange qui conduisent à une pollution monstrueuse et dans le même temps faire de belles paroles, prononcer de belles paroles sur le climat? Vous voyez bien qu'il y a une contradiction fondamentale entre les deux. Mais parce que vous êtes pour la décroissance. Mais vous pensez que l'échange... Vous savez, vous pensez que ça a du sens de faire ça? Si on se rétrécit, si on devient... comme on dit, du local, uniquement faire du local. C'est-à-dire qu'on se coupe avec les Canadiens. Les Canadiens, ce sont nos cousins. Mais on se coupe avec les Canadiens qu'on n'a plus aucun lien ensemble. Parce qu'on a des liens à l'heure actuelle, qu'on n'a plus aucun lien. Mais c'est quel monde vous voulez construire pour la jeunesse? Monsieur Maillard, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours à Paris? Non, on reste enfermé dans Paris? J'en termine. Parce que votre bilan carbone, vous allez chez Monsieur Fromentin à Neuilly, ce serait un mauvais bilan carbone. Moi, je ne veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux que nos enfants, ils voyagent, ils aillent à la rencontre d'autres populations. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, c'est ce qu'on fait. Vous faites beaucoup de propos très généraux et finalement assez idéologiques. Et la viande, il y en a très peu qui passent. Je vous dis une chose très simple, ça n'a aucun sens de faire venir de la viande canadienne en France alors même que nous en produisons chez nous. Et je préfère que dans nos cantines, effectivement, on se fournisse local. C'est un ça, sujet... par contre... Eh bien voilà, pleinement d'accord avec vous. Ce qui suppose de désobéir aux traités européens, mais là-dessus, pleinement d'accord avec. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce qu'on applique d'ailleurs. Mais c'est contradictoire avec tout ce qu'on fait. Qui met en colère l'incontournable Greta Thunberg, qui est évidemment à New York. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Et elle a lancé avec d'autres jeunes gens une procédure judiciaire contre la France et 4 autres pays pour non-respect de la Convention de l'ONU sur la santé des enfants à cause de la pollution. Jean-Christophe Fromentin, que pensez-vous du phénomène Thunberg? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous dites elle a raison? Est-ce que c'est difficile de se prononcer, quoi? Son expression est celle d'une génération. On peut pas le... Voilà, on emprunte, mais... Moi, là où je pense qu'on ne trouvera pas l'issue, c'est si on persiste à vouloir verdir un vieux modèle. Oui. Verdir un vieux modèle, ça ne marchera pas. On aura toujours une opposition, on aura toujours un paradoxe, une contradiction, une tension entre une structuration du monde, une vie dans les grandes villes de plus en plus grandes. Vous voyez, je lisais les travaux d'un géographe il y a quelques jours.
plus grande conurbation en 2050 serait entre Lagos et Dakar, 1 milliard d'habitants dans une ville. Et, comment est-ce qu'on veut espérer, avec le rythme de l'innovation, du progrès, rattraper ces mouvements d'urbanisation qui imposent effectivement une agriculture extrêmement productiviste? Parce que si on a cette tension, si on met le monde dans 200 villes en 2100 et on laisse le reste des territoires à l'abandon, où on en fait uniquement des zones de production industrielle pour nourrir la planète, on aura ce qui est effectivement l'extrapolation du modèle actuel. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce débat n'a de sens que si on ouvre, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, sur des nouveaux modèles. Sur des nouveaux modèles, j'étais à un débat la semaine dernière sur la fin d'un système, d'un monde concentré dans les villes, d'un monde mieux distribué grâce aux technologies, avec l'impact sur les circuits courts, en repensant la pertinence des mobilités. Donc, vous voyez, on débat un peu comment verdir le vieux monde. Et je pense qu'honnêtement, le débat, il n'est pas là. Pour conclure, Daniel Simonet, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est un sujet pareil. Écoutez, il faut sortir du dogme de la croissance. Voilà. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très forte. On n'a même pas une dizaine d'années devant nous pour changer radicalement le système. Sinon, on va à la catastrophe. Donc oui, il n'existe pas de capitalisme vert. Voilà, et l'arnaque, elle est là dans votre parole et il faut comprendre cette colère, elle est légitime et j'espère que cette colère, elle va vraiment se développer parce que c'est en même temps une immense opportunité de repenser un modèle totalement différent, de plus de liens et de moins de biens. Allez, dans quelques instants, le sondage exclusif LCI, Le Figaro, sur la bataille de Paris. Qui est en tête? Réponse dans quelques minutes et tout de suite. Le Grand Soir, toujours avec Sylvain Maillard pour La République En Marche, toujours avec Yann Brossa pour le Parti communiste, toujours avec Daniel Simonet pour la France Insoumise, tous les trois impliqués dans la bataille de Paris. Également Jean-Christophe Fromentin, maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine, et Brice Teinturier qui nous a rejoint. Bonsoir à vous Brice, merci d'être là. Vous allez nous révéler donc les résultats de ce sondage exclusif pour LCI et Le Figaro. Qui va l'emporter? Alors on va d'abord regarder pour commencer les intentions de vote. C'est ça que, évidemment, on a envie de savoir en premier. Qui sort en tête? Brice Teinturier. Alors ce sont les listes dans notre enquête menée par Anne Hidalgo qui arriverait en tête au soir du premier tour avec 24% des suffrages. S'il y a une liste menée par Benjamin Griveaux et une liste menée par Villani, puisqu'à ce moment-là on se retrouve avec 19% pour Griveaux et 15% pour Villani. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce niveau-là d'intention de vote qui a encore le temps de beaucoup fluctuer, on est loin du scrutin. C'est ce que nous apprend cette enquête, au-delà de du strict rapport de force au niveau global. Et ce que ça nous apprend, c'est que d'abord, on a un combat qui est très largement un combat gauche écologiste versus La République En Marche et la droite. Quand on regarde de près d'où viennent les électeurs potentiels de Cédric Villani, ils mordent assez peu sur les écologistes et sur la gauche. C'est plutôt au sein des électeurs potentiels de La République En Marche. Et on a une vraie fracture. On a une vraie fracture parce que les électeurs, par exemple, de Villani ont une mauvaise opinion, globalement, des électeurs de Benjamin Griveaux, pardon. Oui, pas des électeurs, de Benjamin Griveaux lui-même. Et on sent et on mesure, une fois qu'on regarde les transferts d'intention de vote, qu'il y a à peu près la moitié des électeurs de Villani qui pourraient ne pas aller sur une liste Griveaux, même si celle-ci arrivait devant la liste de Cédric Villani, et s'il y avait plutôt, du coup, ce qui serait problématique sur le plan du report des voix pour le second tour, évidemment. Absolument, et c'est ça un des enseignements majeurs. Alors qu'à l'inverse, on voit que de l'autre côté, les électeurs de Daniel Simonet, les électeurs écologistes, ont finalement plutôt une appréciation positive du bilan de l'action menée par Anne Hidalgo, et donc on sent bien qu'il peut y avoir là des logiques de report qui seraient plus favorables. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a gagné. C'est une bataille qui se joue, rappelons-le, par arrondissement. C'est très important. Mais ça nous montre ce que cette fracture au sein de La République En Marche provoque et si elle est durable, si elle peut s'effacer facilement ou pas. On est à 19-15, selon les intentions de vote que vous nous livrez entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. On était resté sur un autre sondage à 17-15. Est-ce qu'on peut imaginer que Benjamin Griveaux a tendance à creuser un peu l'écart, alors que dans ses équipes, on se disait, ces derniers temps, on tremblait un petit peu, quoi. Et si Villani passait devant? Je pense qu'il est trop tôt, parce que souvenez-vous des enseignements de la primaire de la droite. Au sein d'une même famille politique, la fluidité, elle est considérable. Des électeurs peuvent relativement facilement passer de l'un à l'autre. Donc demain, on aura peut-être une accentuation de l'écart au bénéfice de Benjamin Griveaux, mais on peut aussi avoir le mécanisme inverse. Je crois qu'il faut retenir qu'il y a réellement une fracture.
des électeurs qui n'aiment pas certaines têtes de liste. C'est vrai aussi des électeurs de Benjamin Griveaux vis-à-vis de Cédric Villani. Il y a quand même un contentieux important. Ils lui en veulent, oui. Ils lui en veulent, chacun en veut à l'autre, et il peut y avoir une déperdition assez importante des voix pour un éventuel second tour. Donc tout l'enjeu, c'est la capacité ou pas qu'auront ces deux candidats à se rejoindre à un moment donné et dans leur intérêt respectif, même s'il y a compétition, à essayer de le faire avant que ça ne soit dans le sang au soir d'un premier tour qui, à ce moment-là, pourrait donner des perspectives à Anne Hidalgo. Alors, il y a plein de chiffres qu'on va vous donner, notamment le bilan des Parisiens sur la politique d'Anne Hidalgo. D'abord, peut-être Sylvain Maillard, un premier commentaire. Vous qui soutenez Benjamin Griveaux, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un bon résultat, 19% à ce stade ? Surtout, ce que je note, et j'ai bien écouté Brice Teinturier, c'est que qu'il y ait une liste Cédric Villani et une liste Benjamin Griveaux, la liste de Cédric Villani fait perdre La République En Marche. Très clairement, Anne Hidalgo est largement devant parce que nous avons une liste dissidente, une liste qui divise. Et donc, redire à Cédric Villani, nous lui avons proposé de venir copiloter notre campagne, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons une grande partie du programme et qu'il apporte, lui, ses idées à un mouvement plus large. Nous voulons battre Anne Hidalgo et ses équipes. Donc il y a un moment, il faut se rejoindre et on le voit très bien, si nous sommes ensemble, nous faisons pour le moment jeu égal avec Anne Hidalgo. Alors parce on va voir justement, parce que c'est vrai que c'est une projection que vous avez faite aussi, Brice Teinturier. Si Cédric Villani n'y va pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien à ce moment-là, au soir du premier tour, sur un ensemble encore une fois de paris, donc on ne raisonne pas là par arrondissement, mais on a égalité, 26% pour les listes menées par Anne Hidalgo, 26% pour les listes menées par Benjamin Griveaux. Et les autres forces politiques arrivent quand même loin derrière, 14% pour les écologistes, 14% pour Rachida Dati et moins ensuite pour les autres forces, que ce soit de gauche ou de droite. Donc il y a deux dominantes, clairement. En réalité, la droite à Paris se retrouve plutôt derrière les listes menées par La République En Marche, et puis la gauche est derrière Anne Hidalgo. Si je veux simplifier un peu le match, c'est quand même un match qui se joue. Parce que Rachida Dati ne fait pas un si mauvais score que ça. Elle est présente quand même. Elle est présente, c'est important pour le second tour, c'est important pour les reports de voix, bien évidemment. Mais 14% pour la droite traditionnelle à Paris par rapport au score, par exemple, de Nathalie Kosciusko-Morizet la dernière fois, c'est quand même assez désastreux. Yann Brossat, Anne Hidalgo, au premier tour, sauf erreur de ma part, Brice Teinturier, vous me corrigerez, il y a 6 ans, elle était à 34%, je crois. Donc ici, elle perd 10 points. Est-ce que vous dites, quand même, elle reste en tête avec un petit matelas de 5 points et c'est bien, ou bien vous dites oui, c'est un peu inquiétant? Non, mais la réalité, c'est que l'important, c'est de gagner. Et aujourd'hui... ça, tout le monde est d'accord. Oui, sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la majorité municipale actuelle qui gagnerait l'élection municipale. Moi, je suis humble et j'attends encore que la campagne se déroule. Simplement, c'est plutôt un bon sondage. Et je préfère un bon sondage à un mauvais sondage. Surtout, si on se replonge dans ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. Il y a 1 an, on nous expliquait que Paris était à feu et à sang. Quand Benjamin Griveaux a été désigné, puisque c'était une désignation, candidat de La République En Marche, on avait quasiment l'impression que le président de la République l'avait désigné maire de Paris comme on désigne un préfet. Aujourd'hui, on voit que les choses sont plus compliquées, que la majorité municipale, la gauche et les Verts se tiennent plutôt bien, ont un socle plutôt solide. Je crois que c'est lié au fait que les Parisiens voient qu'il y a d'un côté une majorité municipale qui travaille d'ailleurs de manière relativement rassemblée, puis qu'en face de ça, il y a un camp qui n'est ni prêt ni très rassemblé. Daniel Simonet. Il y aura une discussion sur le bilan aussi. On va en parler. Mais ça sera très clairement, il y a quand même un bilan qui est quand même catastrophique de la majorité à l'heure actuelle. Et quand on va plus loin, je ne sais pas si on mais il y a un vrai rejet de la majorité à l'heure actuelle. On a l'impression que vous pensez que tout le monde est derrière Anne Hidalgo. Je voudrais quand même vous dire une chose. Vous savez très bien que ce n'est pas la réalité. Je voudrais quand même vous dire une chose. Vous avez passé votre temps, depuis 2 ans, à expliquer que le bilan de la majorité municipale était désastreux. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la majorité municipale, ce soit quasiment 35% des voix, alors que vous avez passé votre temps à expliquer que le bilan était mauvais? Vous avez, par exemple, soutenu, vous, l'opposition à la piétonisation des voies sur berge. Vous savez que Delphine Burkli, qui est la maire du 9e arrondissement, qui soutient aujourd'hui Benjamin Griveaux, elle a signé le recours contre la piétonisation des voies sur berge. Donc, à un moment donné, on peut parler bilan. C'est les Parisiens, ils veulent des réponses concrètes. La réalité, c'est que vous n'avez rien à dire sur le fond. Daniel Simonet, votre score, vous êtes à 6%. Vous jugez ce score encourageant ou un peu décevant? Mais la campagne a à peine commencé. Bien sûr, ça commence. Oui. Et moi, ce que je souhaite enclencher, c'est une démarche de liste, décidons nous-mêmes, de liste citoyenne. Voilà, une démarche communaliste. Parce que je pense qu'il faut
voilà, il faut complètement changer la façon de faire de la politique. Vous savez, il y a un bilan sur ces 3 mandatures qui est très problématique. 10 000 € le mètre carré à Paris. C'est devenu un jeu de Monopoly terrible. Qui décide du prix. Et vous avez une situation où Paris s'est gentrifié, une situation d'une ville bétonisée. Il y a à peine 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. On voit bien avec les problèmes de canicule, les problèmes d'îlots de chaleur. Bon, on doit tout changer pour repenser la ville autrement. Et finalement, que ce soit Madame Hidalgo, que ce soit Benjamin Griveaux, Villani ou même Madame Rachida Dati, ils sont tous d'accord sur une logique d'attractivité du territoire, attractivité touristique, économique, et en fait une logique de financiarisation de la ville, où par ailleurs la privatisation d'un bon nombre d'usages de la ville n'arrête pas. Je veux dire, même les crématoriums par l'équipe de la majorité municipale ont été privatisés. Il faut totalement repenser ça et surtout faire en sorte que ce soit les citoyens et les citoyennes qui décident eux-mêmes pour justement changer, reprendre le contrôle sur leur vie, sur leur ville, contre la logique des lobbies. Jean-Christophe Fromentin, un commentaire extérieur, d'observateur à ces premières indications, ces tendances, ces intentions de vote. Je crois beaucoup que ce qui est intéressant, ça va être rapidement de regarder l'évolution, parce que dans les campagnes, mais chacun d'entre nous en a fait, c'est les dynamiques qui sont intéressantes. Ouais. Est-ce qu'au début de la campagne, on imprime? Moi, je me rappelle de ma première campagne municipale en 2008. Et j'avais devant moi le candidat du président de la République. Il était déjà élu, il recevait déjà probablement les notes internes de la mairie parce qu'il... Et en fin de compte, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu jusqu'au premier tour. Ouais. La dynamique nouvelle, elle a totalement remis en cause le modèle tel qu'il avait été évoqué au départ. Donc, les dynamiques comptent énormément et ça, il appartient à chaque candidat, d'ailleurs assez indépendamment des programmes, de créer cette dynamique par des idées nouvelles, par une manière aussi de créer la confiance avec la population. Et la deuxième chose dans cette campagne, c'est qu'il faut rapidement qu'elle aille quand même sur quelques grands thèmes de fond liés au Grand Paris. Il ne faut pas oublier que beaucoup de compétences ont été transférées au Grand Paris et que c'est la première campagne qui doit se faire avec un périmètre de propositions, avec une alliance aussi, ou en tous les cas des réseaux qui peuvent constituer des majorités à l'aune de la métropole du Grand Paris, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que les candidats parisiens, ils ne raisonnent que Paris. Et toutes les autres villes attendent, moi j'attends de voir quels seront aussi les projets et l'invitation faite au maire du Grand Paris de considérer une majorité élargie au Grand Paris, peut-être indépendamment de clivage d'ailleurs. Ouais. Moi, je reçois Anne Hidalgo dans quelques jours, dans quelques semaines, sur des projets liés à la Porte-Maillot, à l'avenue Charles de Gaulle et à l'ouest de Paris. Europa City, le Vexin. Il y a des sujets de fond qui transcendent heureusement un peu nos frontières. Je ne suis pas dans un parti politique, donc je ne. Et vous soutenez qui d'ailleurs LR. Vous me regardiez tout à l'heure en parlant. Il y a un candidat que vous soutenez ou pas? Comment? Il y a un candidat que vous soutenez dans cette. Mais non, mais oui, nous, maire de ville périphérique à Paris, on sait le poids de Paris. Il est clair que le regard sur le Grand Paris, que l'envie d'entraînement de Paris sur le Grand Paris sera déterminant. Et moi, vous voyez, qui suis indépendant de tout parti politique, je serai extrêmement vigilant à la dynamique qu'imprimera tel ou tel candidat à la mairie de Paris. Brice Teinturier, on a commencé à évoquer le bilan de Anne Hidalgo et la perception qu'en ont les Parisiens, et il y a 2 indicateurs qui peuvent sembler un petit peu contradictoires. C'est ça qui est intéressant. D'abord, sur le bilan, l'action d'Anne Hidalgo, les Parisiens sont très partagés. Oui, dans l'enquête Ipsos Auraceria, c'est un autre enseignement que je crois important. 51% des Parisiens estiment que le bilan est excellent ou bon, et 49% médiocre ou mauvais. Donc c'est très tranché, mais c'est très clivé aussi politiquement. Vos électeurs, par exemple, Madame Simonet, à 65% considèrent que le bilan est excellent ou bon. Ceux, évidemment, d'Anne Hidalgo le sont à 92%. Et ceux de David Béliard, donc les écologistes, considèrent que ce bilan est également bon à 70%. C'est pour ça que je parlais de logique quand même de bloc dans l'appréciation. En face, les électeurs de Benjamin Griveaux ou de Cédric Villani considèrent que ce bilan est majoritairement mauvais. Donc c'est très clivé par grande famille politique. Puis on a un autre indicateur qui, cette fois-ci, est beaucoup moins bon pour Anne Hidalgo, pour la majorité sortante, puisqu'il mesure à 58% un désir de réformer en profondeur l'action municipale. Voilà. Et ça nous montre qu'il y a une demande de changement qui reste très forte. Ça, c'est le bilan de la municipalité qu'on voit, chiffre qu'on vous a déjà montré. Mais quand on demande aux Parisiens, est-ce que vous souhaitez une continuité ou un changement, ils sont 58% à dire, nous, on veut un changement en profondeur. Continuer l'action municipale telle qu'elle est menée actuellement, oui, à 42%, ou la réformer en profondeur, 58%.
Comment vous expliquez ce paradoxe apparent entre les deux chiffres ? Il est apparent, ça veut dire qu'aucune force politique, d'abord, n'est capable à elle seule d'imposer son leadership et de drainer une majorité puissante derrière elle. Oui. Ensuite, vous pouvez voter pour, éventuellement, parce qu'on vote contre aussi, une force politique, mais vouloir des changements profonds. Tout l'enjeu, c'est de savoir quel type de changement. Et les 58% qui nous disent qu'il faut réformer en profondeur l'action municipale ont probablement des visions qui ne sont pas toujours communes. Oui. Vous avez les électeurs de droite qui, évidemment, nous disent qu'il faut changer en profondeur l'action municipale, mais vous pouvez avoir des électeurs qui ne sont pas forcément ni sympathisants de la République En Marche, ni sympathisants LR, et qui sont aussi de ce côté-là. Par exemple, une partie de vos électeurs qui veulent une autre action municipale, mais qu'on ne peut pas regrouper évidemment avec les électeurs de Rachida Dati. Est-ce que vous y voyez, Yann Brossa, une forme de désaveu dans ce chiffre de 58% sur la politique menée et non pas sur la personne ? Non, c'est normal qu'il y ait un certain nombre de demandes d'inflexion, de changement, pour la simple et bonne raison que dans un certain nombre de domaines, la situation reste compliquée à Paris. Simplement quand même, quand 51% des Parisiens disent qu'ils tirent un bilan positif de la mandature, ça doit quand même conduire à une remise en cause très sérieuse chez tous ceux qui, depuis 1 an, n'ont rien dit, si ce n'est critiquer le bilan de la majorité municipale. Il y en a 49% qui disent le contraire. Oui. Quand même, sauf que quand même, excusez-moi, mais quand on regardait la télévision depuis 1 an, on avait vraiment l'impression que Paris était à feu et à sang. Et donc, il y avait un décalage énorme entre ce que ressentent les Parisiens et ce qui se disait dans les médias depuis 1 an, et ce que disaient notamment les responsables de La République En Marche. Et puis par ailleurs, à un moment donné, il va falloir répondre à des questions simples. Aujourd'hui, je le répète, Benjamin Griveaux, il est soutenu par des gens qui se sont opposés à la piétonisation des voies sur berge, à laquelle les Parisiens sont très favorables aujourd'hui. Benjamin Griveaux est aujourd'hui soutenu par des gens qui se sont opposés très fermement à l'encadrement des loyers, auxquels les Parisiens... Mais donc, si vous êtes favorable à tout ce que nous avons fait, je ne vois pas bien à quoi ça sert de changer de majorité municipale. Si vous êtes pour l'encadrement des loyers, si vous êtes pour la piétonisation des voies sur berge, on ne voit pas bien pourquoi les gens voudraient changer de majorité. Je vais laisser Daniel Simonet qui a l'air... Ah bon? Je vais couper la parole tout à l'heure. J'ai compris qu'il y avait un intérêt. Non, je vais couper la parole tout à l'heure. Les Parisiens, ils ont envie de trouver une autre... de repenser la ville. Franchement, Paris devient une ville où tout va trop vite. Où on voudrait pouvoir retrouver beaucoup plus de verdure, repenser complètement la ville. Vous savez qu'il y a eu plus d'espaces verts faits sous Chirac que sous les 3 mandatures de la Noé Hidalgo. Bah, si, vous regardez rien qu'avec le parc André Citroën, c'était bien plus important que sous la mandature Hidalgo. Et donc, par exemple, penser des continuités vertes entre les différents espaces verts, reconquérir de la pleine terre avec de nouveaux espaces verts. Pensez par exemple la rivière la Bièvre. Ouais. Eh bien, la déterrer, permettre enfin à nouveau une nouvelle rivière qui respire dans Paris. Bon, il faut penser une autre qualité de vie, mais surtout se dire, il y avait 36% d'ouvriers employés. En 2001, il n'y en a plus que 25%, alors qu'ils représentent 51% de la société française. Eh bien, réquisitionnons les logements vides, les bureaux vides, pour pouvoir enfin... Mais il faut faire une vraie bataille là-dessus. Et pour permettre véritablement... Alors, exproprier, parce que c'est aussi une compétence de la ville. Juste une question. Vous savez, on exproprie aujourd'hui... Attendez, non, mais il faut que ça tourne un petit peu, Daniel Simonet. On exproprie aujourd'hui... pour organiser les Jeux Olympiques, eh bien, on est en train d'exproprier dans le 93 pour faire les installations des Jeux Olympiques. Eh bien, je pense que le défi climatique, écologique de Paris est plus important que le défi olympique. Un autre chiffre qui est assez intéressant parce qu'il prouve que la bonne image ou la mauvaise image ne fait pas le vote ou l'élection. Quel est le candidat qui a la meilleure image auprès des Parisiens, à votre avis ? Eh bien, c'est Cédric Villani. Merci beaucoup, Brice. 51% de bonne opinion, 33% de mauvaise opinion. Alors, dans notre jargon, quand on fait la différence, on dit que le différentiel, là, il est positif de plus 18 points. Ensuite, on a Anne Hidalgo, 45% de bonne opinion et 52% de mauvaise, donc un différentiel négatif de 7 points. Et puis Benjamin Griveaux, qui a un différentiel négatif également, mais de 12 points, 35% de bonne opinion, 47% de mauvaise opinion. Et c'est pour ça que je revenais au tout début sur ce qui me paraît être moins des enseignements majeurs, davantage encore que les intentions de vote, parce que je suis d'accord avec vous, ce sont les dynamiques de campagne, on est au début, il va y avoir de la fluidité. L'enseignement majeur, pour moi, c'est autour de l'image, c'est de voir que, par exemple, 35% seulement des électeurs potentiels de Villani ont une bonne image de Benjamin Griveaux et 59% une mauvaise image. Donc on sent que là, il y a un antagonisme. Et qu'à l'inverse, 54% des électeurs de Benjamin Griveaux ont plutôt une bonne image de Cédric Villani. Donc on sent que ce n'est pas la même chose. Chez les électeurs de Benjamin Griveaux,
on ne rejette pas Cédric Mais on Villani. sent qu'il y a une cristallisation Chez les électeurs de Cédric contre Villani, Benjamin Griveaux. on rejette Benjamin Griveaux. Et c'est ça, vous avez raison de le souligner, l'image, l'opinion ne fait évidemment pas le vote. Ouais. Il y a le projet, il y a les dynamiques de campagne, il y aura toutes les propositions. Mais l'incarnation, malgré tout, est importante et les antagonismes, là, ils sont forts. Comment vous l'expliquez, Sylvain Maillard? Je peux répondre à Yann Brossard? Vous pouvez me répondre à moi aussi. Éventuellement, ça me ferait plaisir. Moi, je suis, honnêtement, Yann Brossard, je suis heureux. Non, mais répondez sur l'image. C'est quand même important, quoi. Vous savez bien qu'il y a un problème là-dessus. Non, mais il a raison, c'est une vraie question quand même. Sur l'image, il a une image affreuse. elle est très simple. Mais comme Anne Hidalgo avait une très mauvaise image il y a un an. Dans vos rêves. Mais il y a un an, vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'elle avait une image compliquée. J'ai dit que vous avez passé votre temps à déblatérer sur le bilan de la majorité municipale. C'est quelqu'un qui travaille, qui est là et qui porte un projet fort et qui a une image. D'où ça vient ce rejet, y compris chez les électeurs de Cédric Villani? Je vais pas me lancer dans une. Vous allez découvrir. Et ceux qui le connaissent, qui travaillent avec lui, moi je travaille depuis des mois avec Benjamin Griveaux, c'est quelqu'un qui est très éloigné de l'image que parfois on fait aussi dans le milieu médiatique et qui est quelqu'un qui est très porté, qui travaille, qui est quelqu'un de très drôle, qui a beaucoup d'humour sur lui-même et qui travaille, qui est là. Et ça se traduit aussi dans les sondages au fur et à mesure et j'en suis persuadé. Et je voudrais juste répondre à Yann Brossard. Parce que tout à l'heure, en disant que tout allait bien. Mais moi, je suis heureux de vous entendre dire que tout va bien à Paris. Jamais dit ça. Sur la propreté, on a écouté ce matin Anne Hidalgo qui parlait à un média concurrent sur une autre chaîne. On va l'entendre. Très bien, et qui disait que tout allait bien. Que les Parisiens étaient sales et qu'on allait rééduquer la jeunesse. Sur la sécurité, Autolib, Vélib, mais ce sont des fiascos incroyables. Sur l'endettement de Paris, l'endettement, dans l'état où vous avez laissé Paris, l'endettement. Votre politique du logement, c'est vous qui l'apportez, la politique du logement. Et je l'assume parfaitement. Mais très bien, si vous voulez qu'on parle logement, on perd 12 500 Parisiens. Par an, Monsieur Griveaux, que vous apprêtez. Non, mais juste un mot. Je voudrais quand même vous répondre. Les classes moyennes, je voudrais juste répondre sur la propreté. C'est vous qui êtes la joie en charge de ça. C'est à vous d'assumer ça. Monsieur Maillard, et vous me dites que tout va bien. Mais ça va mal. Vous vous apprêtez à voter un budget de la nation qui réduit le budget du logement d'1,4 milliard. Alors, vos leçons en matière de logement, si vous voulez bien, on est dans la campagne de Paris. Non, s'il vous plaît. Sur la question de la propreté. Vous avez largement endetté Paris là-dessus. C'est très important. Je suis pas inquiet pour vous, vous aurez toujours les moyens. Il y a un autre sondage sur la propreté qui a été publié il y a quelques semaines dans le journal du dimanche, qui montre que c'est le sujet numéro 1 pour les électeurs parisiens. C'est le curseur majeur qu'il pointe d'abord, 69%. Il y a aussi la lutte contre la pollution, il y a la sécurité et la maîtrise des impôts. Voilà pour les quatre premiers. J'imagine que vous avez entendu parler d'un article qui a été publié hier par le journal britannique Guardian qui souligne que Paris serait en train de devenir la grande ville la plus sale d'Europe. On va se demander comment on en est arrivé là et on va écouter effectivement la réponse d'Anne Hidalgo à cette question ce matin sur France Inter. On a rajouté des effectifs partout. On a mis en place des équipes aussi d'urgence propreté. Au-delà des moyens, évidemment, que la municipalité met en place, il faut que chaque citoyen se prenne aussi en charge et prenne soin de sa ville. On ne va pas mettre un éboueur derrière chaque Parisien. Est-ce que c'est pas un peu facile de se réfugier derrière c'est quand même ça? D'abord, on n'a jamais eu autant d'éboueurs à Paris qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a considérablement... Mais ils sont dans les rues et ils travaillent, monsieur. Et ils font correctement leur travail. Et moi, je veux bien qu'on stigmatise le travail des éboueurs. Enfin, je ne suis pas sûr que les gens qui passent leur temps à critiquer les éboueurs aimeraient faire le travail qu'ils effectuent tous les jours. Donc, dites-nous juste, vous nous dites, il n'y a jamais eu autant d'éboueurs et pourtant, vous voyez bien ce que pensent les Parisiens sur la propreté. Parce qu'une ville sale, c'est une ville salie. Voilà, c'est ça la réalité. Sûr, ouais. On peut tourner les choses dans tous les sens, mais si une ville est sale, c'est parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ont déposé des encombrants alors même qu'ils n'auraient pas dû le faire, alors même qu'on a le système le plus facile au monde pour pouvoir faire ramasser ces encombrants. Il suffit d'aller sur Internet ou de téléphoner. Je veux bien qu'on fasse des caricatures, mais c'est la réalité. Mais d'abord, concernant la propreté, il y a un vrai problème. On a vraiment le sentiment que entre les quartiers populaires et les quartiers des ministères et les quartiers du tourisme, on ne met pas les mêmes moyens. Et ça, c'est vraiment un ressenti très mal vécu, à juste titre d'injustice sociale. Vraiment, c'est pas le même travail. Il y a des rats aussi dans les quartiers touristiques. Ça, je vous rassure, ils ne font pas la différence. Il y a un vrai travail à faire.
de lutte contre le problème des déchets à la source. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de campagne forte et de rapport de force mené par la ville, par exemple, contre la restauration rapide, qui, dans sa production de déchets, est un véritable fléau, un véritable problème. Et ensuite, sur la question vraiment de la propreté, vous savez que la moitié de la collecte des déchets est faite par des entreprises privées, que ça coûte beaucoup plus cher. La tonne de déchets ramassée par le privé coûte beaucoup plus cher que celle ramassée par le public. Vous remunicipalisez le tout et vous vous rendez compte que vous pouvez augmenter les effectifs pour le nettoyage des rues. Expliquez-nous, Jean-Christophe Fromentin, en tant qu'élu, en tant que maire, quel regard vous avez sur la gestion de ce problème par la mairie de Paris? Est-ce que vous faites partie des gens qui sont un peu frappés par la saleté quand vous venez à Paris? Non, je ne donnerai pas de leçons, parce que tout ça, et chaque ville a ses particularités, et le mandat de maire, quel que soit le bord du maire, est un mandat du quotidien, difficile, et un mandat sur lequel il faut répondre tous les jours de choses qui sont simples sur les plateaux, mais qui sont compliquées dans la réalité. Une fois qu'on a dit ça, moi d'abord, je trouve qu'on retrouve partout le même rang de priorité dans les attentes: la sécurité, la propreté, la fiscalité et l'environnement, qui est un nouvel item un petit peu dans les sujets qu'on a adressés, et voilà, qui doit s'intégrer dans les... Mais il y a aussi une certaine cohérence dans tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est au taquet aux impôts, il est difficile de mettre en œuvre des nouveaux moyens pour, que ce soit en régie ou externalisé, pour la propreté. Donc, une ville se construit avec des équilibres. On ne peut pas tout faire. Il y a une pression fiscale qu'il faut mesurer. Et je crois que c'est l'art de l'équilibre que de gérer une ville. Et quelque part aussi, effectivement, et là je vous rejoins, et Anne Hidalgo a quelque part raison, il y a aussi une forme de civisme. On n'est pas dans une relation client-fournisseur quand on est maire avec sa population. Je ne suis pas l'entreprise générale de Neuilly, comme le maire de Paris n'est pas l'entreprise générale de Paris. Et c'est pas parce que le maire a dit il faudrait que vous preniez en main que les gens vont se prendre en main. Ça se passe pas comme ça. Alors ça passe par des moyens qu'il faut mettre aussi à la disposition des gens. Moi je me rappelle, quand j'ai été élu en 2008, j'ai fait installer 1000 poubelles dans Neuilly. Voilà. Parce que on se plaignait que les gens mettent les déchets par terre, mais en même temps il y avait que 200 poubelles dans la ville. On a mis 1000 poubelles, et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre. On donne aux gens les moyens de ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de faire preuve de civisme, parce que c'est leur ville et leur vie quotidienne. D'abord, la montée de ces thématiques, on la constate effectivement dans de très nombreuses villes. La question de la propreté devient un enjeu majeur dans beaucoup de grandes cités. Et la question de l'incivisme des citoyens, elle est souvent reconnue par les citoyens eux-mêmes comme étant une des origines puissantes du problème. Moi, j'ai souvent fait des enquêtes à Marseille pendant des années, où il y avait un problème de propreté majeur, et les Marseillais étaient les premiers à dire la première cause, c'est l'incivisme des Marseillais. Oui. Je pense que si on posait la question aussi, quelles sont les causes des problèmes de propreté à Paris, les Parisiens seraient aussi, je crois, enclins à considérer qu'ils ont une certaine responsabilité, comme tout à chacun, dans ces phénomènes-là. Sauf qu'il y a 3200 agents spécialisés des brigades d'incivilité. Et on a l'impression, Yann Brossat, pardon, mais qu'on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Moi, je ne les vois jamais, quoi. Et c'est ce que dit aussi l'article du Guardian. Ils nous ont mis une amende pour avoir fait signer le référendum contre ADP. Voilà la future police municipale. Ils font leur travail. Il faut sans doute renforcer encore les effectifs de la brigade de lutte contre les incivilités. Mais il faut aussi, je crois que... Il faut les former, et tout le monde, mais bien sûr, mais tout le monde le reconnaît ici. Il faut des sanctions contre ceux qui salissent. C'est-à-dire qu'on a besoin de tenir toute la chaîne. Il faut des gens qui nettoient. Il faut des équipements qui soient à disposition des citoyens pour qu'ils ne salissent pas. Mais il faut aussi des sanctions quand quelqu'un jette des encombrants, alors même qu'en un seul coup de fil, il peut régler son problème. Mais on est d'accord, Yann Brossat, mais c'est vous qui êtes aux responsabilités à Paris. Mais c'est d'ailleurs ce que nous faisons, mais nous continuerons à le faire. C'est des annonces de plateau, vous ne le faites pas. Moi, je pense que sur la propreté, vous êtes en responsabilité, c'est à vous de faire. Oui, Monsieur Maillard, vous avez une proposition à faire. Sur la propreté, c'est pour nous... On pense qu'il faut changer de système. Ça ne peut pas marcher comme précis. Ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la collecte et le nettoiement des rues doivent être faits par deux équipes totalement différentes. Il y en a une où on peut, par exemple, privatiser. C'est d'ailleurs le cas dans la moitié des arrondissements. Votre solution, c'est la privatisation. Pour mettre beaucoup plus de monde. Écoutez-moi. Sur n'importe quel sujet, vous répondez privatisation. Vous n'avez pas réussi. Écoutez-moi d'autres solutions. Il faut qu'il y ait plus de monde. Et moi, je veux remercier les éboueurs qui font un travail hyper difficile, qu'ils font encore au balai, où nous donnez aucun moyen aux mairies d'arrondissement. Donc la seule réponse que vous apportez, c'est la privatisation. On a bien compris. Vous voyez bien que les éboueurs sont encore au balai au XXIe siècle. Donnez-nous des moyens
mécaniques pour qu'ils puissent faire leur travail. Respectez-les. On aura peut-être moins d'absentéisme d'ailleurs. Anne Hidalgo, Ils ont bien qui est à compris qu'ils les 24%, donc selon le sondage que vient de nous livrer Brice Teinturier. Merci beaucoup. Anne Hidalgo répondra évidemment sur toutes ces questions demain. Elle sera l'invitée de David Pujadas sur LCI. Rendez-vous donc à 19h20. Autre sujet national qui concerne les retraités, les aides à domicile. Les retraités vont devoir payer, semble-t-il, les charges sociales dans les mois qui viennent. Info des Échos qui a été confirmée ce matin sur LCI par Sibeth Ndiaye. On l'écoute. L'abattement dont vous parlez vous permet aussi bien d'avoir quelqu'un qui vient vous accompagner à domicile quand vous êtes dans la difficulté ou dans la dépendance que de vous payer un jardinier. Et donc on voit bien que lorsque notre propos est d'accompagner les personnes âgées en situation de dépendance ou en situation de handicap, nous souhaitons au final recentrer les choses pour que les aides, quand elles existent, elles s'adressent aux personnes qui en ont le plus besoin. Et on est avec Marie-Béatrice Levaux, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Bonsoir madame, merci d'être avec nous en direct. Expliquez-nous, ça changerait quoi exactement, précisément et financièrement cette mesure ? Toutes ces questions en même temps. Ça concerne d'abord 820 000 personnes retraitées qui ont plus de 70 ans aujourd'hui et qui bénéficient de cet allègement de charges depuis bientôt 30 ans. Cela concerne absolument pas les personnes en situation de grande dépendance ou les personnes en situation de handicap. Donc ce qui vient d'être dit n'est pas tout à fait exact, puisque ce sont bien des retraités qui sont peut-être en situation de vieillissement à domicile, qui vont commencer à avoir des besoins et pour lesquels on est en prévention, et qui vont avoir quelques heures, en moyenne actuellement c'est 18 heures par mois, pour les accompagner avec un début d'emploi à domicile. Et c'est ce dispositif d'allègement de charges pour ces retraités de plus de 70 ans, qui sont aujourd'hui 820 000, qui est donc en passe d'être supprimé. Si cette mesure est confirmée, ça pourrait développer l'emploi au noir ? La mesure, si elle aboutit, et très sincèrement, j'espère que nous allons pouvoir trouver une solution plus mesurée, moins, je dirais, brutale, pour toutes ces personnes qui ne sont absolument pas préparées à voir augmenter le coût de l'emploi au 1er janvier 2020. J'espère très très sincèrement que nous allons pouvoir trouver une situation plus, je dirais, mesurée d'ici l'année 2021. D'ici là, si la mesure est confirmée, c'est entre 10 et 15% d'augmentation du coût de l'emploi pour des retraités qui sont de plus en plus modestes, puisque nos chiffres nous permettent de repérer qu'il y a de plus en plus de particuliers retraités de plus de 70 ans qui emploient à domicile, mais ils emploient moins d'heures qu'il y a quelques années. Donc on voit bien qu'on a élargi le nombre de retraités modestes qui sont aujourd'hui dans ce dispositif, qui, encore une fois, ne concerne pas les personnes très dépendantes, puisque elles sont prises en charge par des mesures sociales. Que répondez-vous, Marie-Béatrice Levaux, au gouvernement qui dit c'est pas du tout pour faire des économies, c'est juste une question de justice par rapport aux autres? Je ne comprends pas l'argument d'équité, de justice entre les personnes. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui opposer les Français entre eux. On est face à essentiellement des retraités qui sont absolument pas des retraités riches, qui sont des retraités de la classe moyenne, qui sont des retraités modestes, qui ont besoin, encore une fois, en moyenne de 18 heures par mois, qui ne coûtent finalement pas tant que ça à la politique publique, puisque, je le rappelle, sur les 12 milliards d'euros qui sont versés par les ménages français aujourd'hui pour employer à domicile et déclarer, 4 milliards sont versés par ces personnes âgées retraitées de plus de 70 ans. Et la mesure, comme vous le savez, coûte environ 400 millions d'euros. Donc on voit que le rapport d'efficacité, il est en faveur de la mesure. Merci beaucoup Marie-Béatrice Levaux et merci à Soisy Collier qui était à vos côtés pour ce duplex. Sylvain Maillard, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure dont on voit qu'elle ne rapporterait, selon Muriel Pénicaud, que 115 millions d'euros? Est-ce que ce n'est pas sur le plan symbolique très fort et très pénalisant pour les retraités pour une économie de bout de chandelle, quoi? D'abord, 115 millions, ce n'est pas une économie de bout de chandelle. On est en début de discussion. Le gouvernement fait cette proposition et il va y avoir une discussion avec la majorité dessus. Moi, je voudrais juste rappeler quand même le principe, c'est de dire on ramène les retraités qui ont un avantage fiscal supplémentaire, on le ramène dans le droit commun. C'est vrai que ce n'est pas incongru de penser qu'une femme célibataire avec 3 enfants paye plus cher la nounou qui va garder les enfants plutôt que Sibeth Ndiaye avait pris l'exemple d'un jardinier d'une personne de 70 ans.
c'est vrai que ça paraît un peu étonnant que l'un ait un avantage fiscal supplémentaire par rapport à l'autre. Donc il y a quand même une idée d'équité dessus. Ensuite, on va les gens mais au contraire, c'est se dire qu'il faut quand même qu'il y ait une équité sur une niche fiscale. Qu'on soit bien clair, c'est une niche fiscale est un avantage. Mais vous dessus après sur les sur les modalités, nos aînés ne vont pas pouvoir avoir des dates. Je vous assure, je vais vous écouter. Daniel Simonet, je vais vous écouter. Je crois qu'il y a une discussion que nous allons engager avec le gouvernement pour trouver le bon équilibre sur cette mesure. Mais je crois qu'il y a une notion... Un budget n'est jamais voté tant que la majorité ne s'est pas prononcée dessus. Mais il y a une notion d'équité qui nous semble importante. Toutes les niches fiscales vont être regardées les unes après les autres pour voir d'abord si elles sont efficaces, parce que c'est de l'argent public. Mais jamais celle de l'ISF. Si elles sont celle de l'ISF aussi. Il n'y a pas de problème. De l'ISF, pareillement, il sera évalué, Daniel Simonet, pareillement. Et deuxièmement, si elles ne sont pas justes, elles seront à ce moment-là abrogées. Si elles sont justes, elles seront conservées. Yann Brossard. Vous me faites de la peine, Sylvain Maillard, parce que alors, franchement, se retrouver à soutenir une mesure pareille, je pense que ça doit pas être évident, parce que c'est quand même à la fois médiocre et mesquin. Quand on sait le sort que vous avez réservé aux retraités dans notre pays depuis que vous êtes aux manettes, sur la CSG, avec l'augmentation de la CSG, sur laquelle vous avez dû revenir d'ailleurs, le gel des pensions de retraite, les difficultés monstrueuses dans lesquelles se retrouvent des petits retraités qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, c'est pas bien non plus de l'avoir fait avant. Et en tout cas, franchement, oui, enfin, en partie c'était vous. En tout cas, c'est profondément mesquin. Puis franchement, le faire comme vous le faites, en disant que c'est une mesure de justice sociale, voire de justice fiscale, c'est quand même culotté. Parce que en matière fiscale, mais je vais vous dire, vous dites, oui, bien sûr, pas tout à fait pareil. Vous dites par exemple que vous voulez en finir avec un certain nombre de niches fiscales. Ça vous choque pas que des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale comme Google, continuent à toucher à bénéficier de niches fiscales. Mais attaquez-vous à ces niches fiscales-là. Pourquoi les députés de votre parti n'ont pas voté, par exemple, le fait qu'on puisse poursuivre les GAFA? Nous avons fait une proposition beaucoup plus efficace que vous n'avez pas adoptée. Mais enfin, quand même. S'attaquer aux retraités. Quand on doit récupérer de l'argent, là, vous pensez que c'est digne, monsieur Maillard? C'est un coup dur de plus pour les retraités. En tout cas, ils le vivent comme ça. Écoutez, je pense que les retraités vont le vivre comme étant un peu la cible. Il y a eu la sous-indexation, il y a eu le sujet de la CSG, là, il y a ce sujet-là. En plus, vous voyez, je pense que si vraiment on veut aller sur l'équité, il faut mieux aller sur le crédit d'impôt que sur l'exonération. Parce que le crédit d'impôt, du coup, il est effectivement plus exclusif en termes de bénéfices que l'exonération des charges sociales. Donc l'équité, elle pousse beaucoup plus à supprimer la déduction d'impôt qui s'adresse, elle, à une catégorie plus restreinte ou plus réduite. Après, oui, il faut regarder la réalité en face. Pourquoi ça arrive? C'est qu'il y a un arbitrage budgétaire avec une loi de finances qui va être compliquée. Il faut trouver un peu d'argent. Vous-même appelé un rabot. Le rabot, c'est ce qu'on sort au dernier moment pour essayer de passer. Ouais. Et donc, voilà, faites attention, parce que les rabots, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Moi, je préfère qu'on me mette sur la table, comme ça a été évoqué, le sujet des retraités, le sujet de l'indépendance, qui est un sujet de financement complexe, et qu'on dise, voilà, il y a à remettre de l'ordre dans les équilibres liés au vieillissement, à la grande vieillesse, à la dépendance, plutôt que des coups de rabot et des mesures un peu erratiques comme ça qui surgissent un beau matin. C'est politiquement très risqué en plus, Renaud Pilar. Oui, c'est politiquement, on voit que les retraités, ça fait un an et demi qu'Emmanuel Macron s'ils étaient mis à dos. Ouais. On pensait que c'était jusqu'à la fin du quinquennat. Et il est revenu sur la CSG. Et on a vu dans les dernières enquêtes d'opinion, on a vu dans le vote des européennes, que Emmanuel Macron, et c'est rare, a réussi à reconquérir les retraités. Ça fait partie des catégories de population qui le soutiennent le plus. Après, moi, je trouve juste un mot sur ce que dit Jean-Christophe Fromentin. Je suis d'accord, effectivement, que c'est très casse-gueule. Mais cela dit, cette mesure, elle a été prise il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, on ne vivait pas à 70 ans comme on vit aujourd'hui. Est-ce qu'à 70 ans... On n'est pas au bord de l'EHPAD à 70 ans. C'est fait pour de la dépendance. Déjà, ça dépend des professions. Mais bien sûr. Voilà, pourquoi pas Daniel Simonet, condition de ressources de la mesure ou conditions de ressources. 75 ans. Voilà. Mais Daniel Simonet, juste d'un mot. Vous qui êtes pour la justice sociale, lorsque vous voyez qu'effectivement, on le sait, il y a des couples de 70 ans, 72 ans qui sont très bien portants, qui payent l'IFI et qui bénéficient de ce traitement par rapport à des jeunes femmes qui n'ont pas ce même... Alors, Daniel Simonet. Écoutez, ce gouvernement, avec cette mesure, c'est vraiment un gouvernement
Anti-vieux, anti-femme, quoi. Mais vraiment, je suis profondément choquée. Parce qu'une grande majeure partie, figurez-vous, des aides à domicile sont des femmes. Et que par ce genre de mesures, la conséquence directe, mécanique, ça va être pour tout un tas, hélas, de personnes âgées, de ne pas pouvoir prendre de personnes à domicile, d'aide à domicile. Tout simplement parce qu'on ne pourra plus les payer. Voilà. Donc on est dans une situation où aussi l'emploi, moi je pense à ces femmes, aides à domicile également, qui ne sont pas que des femmes de ménage, qui ont un métier qui est très peu reconnu, qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez rémunéré. Et quand elles entendent cette nouvelle-là, elles savent très bien comment ça va se traduire pour elles. C'est pas bon. Mais pour toutes ces personnes âgées qui ont déjà des toutes petites retraites, pour lesquelles vous n'avez absolument pas augmenté aussi l'allocation personnalisée d'autonomie, pour laquelle ça a été dit, l'augmentation de la CSG. Celle qu'on des grosses retraites, on maintient l'avantage. Moi, je vais vous dire, demain, il y a une manifestation. Demain, il y a une manifestation importante sur les retraites. Eh ben, j'invite toutes nos collègues à converger demain, parce que vraiment. Sur la solidarité des générations, c'est pas avec ce genre de mesures. On sait déjà qu'il n'y a pas assez de place dans les EHPAD, qu'il faudrait construire, surtout des EHPAD publics. Et on entend la ministre, Madame Buzyn, qui conseille de prendre des aides à domicile. Et là, en fait, le coup de rabot est minable, lamentable, honteux. Vous êtes le gouvernement des riches et des lobbies. Vous voulez trouver de l'argent? Écoutez donc les propositions de la France Insoumise. On en a les tonnes. Tout simplement faire une politique de redistribution des richesses. Emmanuel, oui, juste une réponse d'un mot. Juste, n'oublions pas que sur ce qu'a proposé Gérald Darmanin, il l'a proposé, toutes les personnes en dépendance, en situation de dépendance, ne verront pas un changement. Il n'y aura pas de changement pour elles. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire que... Non, mais quand j'entends Danielle Simonet, c'est pas du tout le discours qu'elle vient d'avoir. On sent que la majorité n'est pas très chaude. Quand on vous entend, vous n'êtes pas très chaud. Mais on est dans un début de discussion. C'est pas fait, comme on dit. Emmanuel Macron, sans doute, dira ce qu'il en pense. Emmanuel Macron, qui est à New York pour l'instant aux Nations Unies pour évoquer la question du climat. Yves Tréhard et Françoise Degois vont nous rejoindre dans quelques instants.